RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianto. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 en direct sur YouTube et que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et sur toutes les plateformes d'écoute. Au sommaire ce midi, notre invitée Eva Sadoun, entrepreneuse, auteure, créatrice du podcast Loin des yeux, loin du Caire. Ce sera ensuite l'heure de faire un tour de l'actualité de l'UEJF avec Élise Hirsch, secrétaire nationale. Et la culture cette semaine, again, 2 fois cette semaine, parce que c'est important, cette semaine est très marquante, vous ne le savez pas encore, mais on va le vivre ensemble sur RCJ. Ce sera avec Noam Meguera et on finira cette émission avec l'édito du président de l'UEJF, Youssef Murciano. L'impertinente, c'est parti pour 1 heure. RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianto. Et notre invitée ce midi, Eva Sadoun, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Avec grand plaisir, vous êtes entrepreneuse, auteure, créatrice du podcast Loin des yeux, loin du Caire et encore plein d'autres choses. On va essayer d'évoquer tous ces sujets et aussi cet engagement qui est le vôtre depuis de nombreuses années maintenant. J'ai lu que votre engagement, il avait commencé très tôt, dès vos années lycée. Comment ça s'est concrétisé, cristallisé, autour de quoi? Et est-ce que c'est quelque chose qui vous anime? A priori, on se doute, ça vous a pas lâché depuis, mais comment ça a commencé tout ça? C'est vrai que, j'avais une conscience assez tôt de mes privilèges, on va dire, qui m'étaient aussi beaucoup, rabâchés par mes parents, hein. «N'oublie pas que toi, tu es extrêmement privilégié, que nous, on a fait l'exil, que voilà, on a fait tout ça pour que toi, tu sois là» et cetera. Donc c'était déjà une éducation privilège que j'avais. Ensuite, j'ai grandi dans le 20e arrondissement de Paris et bon, ayant des parents, médecins, j'avais aussi le sentiment d'avoir une forme aussi de privilège dans ma capacité à pouvoir, faire des études et cetera. Et puis j'ai une conscience politique assez jeune aussi, qui vient, je pense, de tout ça, qui vient probablement de mon éducation, religieuse, culturelle, et qui vient également de mon éducation politique du 20e arrondissement de Paris. En fait, c'est pas possible de grandir dans l'Est parisien sans être, enfin voilà, d'être formé aux enjeux politiques. 90% du temps quand même pour être de gauche et je l'étais et je le suis toujours, et j'avais vraiment ces valeurs sociales, très fortes et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu toujours ce sentiment aussi, et ce rapport au vivant alors que pourtant j'ai grandi à Paris, pas forcément proche de la nature, mais j'ai toujours été par exemple végétarienne et cetera. Donc j'avais un peu cet engagement qui était latent et qui faisait partie de moi et pour moi, j'envisageais pas le fait de travailler, sans travailler à travers ces engagements. Donc, quand je faisais de la musique notamment, il y a beaucoup de thèmes écologiques, sociaux qui pouvaient revenir, en plus de ce qu'on raconte quand on est une adolescente de 17 ans. Et effectivement, j'ai réfléchi à ma manière de pouvoir m'engager. Alors, politiquement, c'était le plus simple quand on a 16 ans, au lycée Hélène Boucher, il y avait de nombreuses réformes, antisociales et cetera qui passaient, des différents gouvernements de droite à l'époque. Donc on s'engageait contre ces réformes de précarisation du travail, ces réformes, de précarisation de notre système, de notre État-providence. Et puis finalement, dans ces milieux un peu politiques, j'ai rapidement compris, je ne sais pas pourquoi et comment d'ailleurs, mais peut-être en voyant les figures de proue de ces mouvements-là ou un peu les rapports de force, que c'était un milieu qui me conviendrait pas nécessairement. Le milieu politique, c'est un milieu quand même avec beaucoup de normes, sociales et cetera. Et puis, j'ai eu un incident dans ma vie, c'est un incident dramatique, notamment pour ma famille, hein, c'est que j'ai eu mon bac au rattrapage. Ce qui était vraiment genre ce qu'il y a de pire dans une famille juive, je pense. Et dans beaucoup de familles, hein, j'imagine également, mais dans ma famille, c'était dramatique. Et je me suis un peu réveillée à ce moment-là et par inadvertance, j'avais effectivement coché les cases d'une prépa économique à Normale Sup et en mathématiques et j'ai découvert l'économie, au sein de cette prépa et j'ai trouvé, qu'effectivement l'économie était quand même responsable et la colonne vertébrale de pas mal de maux de notre société. Moi qui pensais d'ailleurs que c'était la politique avant, je réalise que la politique est souvent en fait un peu le dernier wagon du train, sur ces sujets-là et que finalement l'économie était responsable et tenait les manettes, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager, sur ces questions-là, après y avoir découvert, ce milieu en classe préparatoire. Donc vous avez quelque part étudié l'économie pour pouvoir la transformer. Il y avait déjà cette volonté-là? Absolument. Oui, il n'était pas du tout question de travailler dans le milieu économique, c'était de trouver l'espace dans lequel je pourrais travailler et mettre mes valeurs au service d'un projet plus grand. Et ça a été l'économie parce qu'il y a eu cette rencontre. C'était vraiment un parcours de vie, quoi. Je veux dire, c'était pas anticipé.
ce projet plus grand, on voit qu'il y a beaucoup d'aspects de votre engagement, de votre militantisme, à la fois sur l'économie, une économie qui puisse faire du bien à tous, sur l'écologie, sur les femmes aussi, et cette notion du soin qui est aussi apparue. Est-ce qu'il y a un côté tout est lié pour une société meilleure, ou il y a un aspect pour vous qui est au-dessus des autres, qui est prioritaire? Là, l'urgence pour vous de transformation de notre société, ce serait quoi? On va dire que quand même mon intuition première, et c'est marrant parce que je la raconte jamais, mais elle vient quand même de mon féminisme. Hem Et d'ailleurs, j'en parle dans un des épisodes, du podcast qui parle des travailleuses du soin. Je me rappelle de cette scène de ma bat mitzvah où j'avais été, un peu, choquée, par, alors j'étais prévenue, mais sans l'être vraiment, par le fait que, finalement, on était toutes là, qu'on n'avait pas accès aux tests sacrés, qu'on chantait des chansons comme si on était en maternelle et cetera. Alors que, j'avais les souvenirs des bar mitzvahs de mes cousins où ils étaient érigés, en voilà, en messie, ce serait grave de dire ça, mais bon voilà, vous avez compris un petit peu le principe, et qu'il y avait un rôle de l'homme dans la société, de l'étude et cetera, qui était hyper fort. Et quand la femme, effectivement, elle était, un peu mise à l'écart, mais qu'en fait, avec ce groupe de filles-là, j'avais aussi réalisé que c'était un peu collectivement, que finalement, peut-être qu'on pourrait s'en sortir parce qu'on était un peu toutes dans la même galère. Et puis, en fait, cette espèce d'émotion que j'ai ressentie, à 12 ans, c'était assez jeune, et elle s'est un peu confirmée au fur et à mesure des années avec, le milieu politique où je voyais effectivement que c'était essentiellement, des hommes qui tenaient un peu, voilà, les pieds de grève, ou qui parlaient dans les, mouvements de jeunesse, voilà, que c'était pareil en économie, que c'était pareil à la télé, que c'était pareil partout. Et peut-être que, en fait, mes convictions, elles sont écologiques, sociales, mais que, mon impulsion, on va dire, elle est plus féministe. Voilà. Et cette envie de justice, elle est peut-être plus féministe, absolument. Et cette envie de justice, vous la mettez donc en œuvre dans ce projet de société, quelque part, que vous défendez autour d'une économie vertueuse. Il y a un peu tous ces termes qu'on entend, entreprise au service de l'intérêt général, ESS. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et est-ce que déjà, vous, sur vos années de militantisme, vous voyez une évolution sur ces thématiques-là? Hem, on est, le midi, d'un jour où on apprend qu'une énième personnalité publique, est responsable de viol et de enfin, en fait, oui, ces sujets sont discutés. C'est-à-dire que les enjeux écologiques et les rapports scientifiques qui le prouvent sont discutés, qu'effectivement les enjeux sociaux, parce qu'effectivement il y a une révolte quand même populaire, des travailleuses du soin, des personnes qui sont marginalisées, elles font partie du débat public. C'est quand même beaucoup des sujets, voilà, qui sont pas nécessairement des enjeux progressistes, qui font partie quand même de l'espace médiatique aujourd'hui. Mais au final, je trouve que sur la question de la violence, on est à un niveau, un peu zéro finalement, et la violence est quand même à la racine de la destruction, et notamment de l'utilisation de notre économie pour détruire la planète et cetera. Donc en fait, le sujet peut-être économique, sa transition écologique et sociale, bah oui, tout le monde en parle. Il y a l'économie sociale et solidaire, l'économie d'impact, il y a des fonds d'investissement qui se montent chaque jour sur ces thématiques, il y a des évolutions politiques, il y a l'Europe qui met en place des réglementations. Mais en fait, la racine même du problème et de la raison pour laquelle on n'arrive pas à monter un système économique, politique qui soit respectueux de l'environnement et de la planète n'est pas remis en question. Et c'est pour ça que je me suis intéressée au Care. Parce que le soin, c'est autant un modèle de société, avec des nouveaux indicateurs économiques, avec, un nouveau rôle pour, le travailleur du soin, un nouveau rôle pour l'entreprise, pour le politique, un nouveau leadership, qu'une remise en question même de notre, condition humaine et de notre rôle sur la terre, et de nous faire prendre conscience de notre responsabilité individuelle et de notre, en fait, unique objectif que de prendre soin, de la planète et des humains. Sinon, on est un peu, des virus comme le rapport du GIEC, quoi. Parce que la planète, elle s'en sortira très bien sans nous. Mais par contre, c'est l'humanité qui risque son extinction. Donc l'enjeu, il est de montrer que non, l'humanité a un rôle fondamental sur cette planète, qui est un rôle de soin. Et c'est pour ça que j'ai décidé de monter le podcast, un projet plus pop culture, pour faire comprendre, ça aux gens. Est-ce que vous constatez que dans le narratif, dans l'impact de votre parole ou de ces thématiques-là, c'est plus facile de faire comprendre aux gens que c'est important justement ce soin, prendre soin de l'eau, de notre société, de nos aînés, de tout ça, que l'écologie, que juste dire prendre soin de la nature, là, ou en tout cas de notre écosystème, ça passe plus difficilement. Je pense par exemple quand on entend Zao de Sagazan là aujourd'hui, voilà, qui est une chanteuse qui a pignon sur rue, qui nous parle de son passé d'aide-soignante, je sens qu'il y a un truc qui touche beaucoup plus facilement, là où les gens qui vont nous parler de l'écologie, du vivant, de la préservation des oiseaux, de toutes ces espèces qui s'éteignent, il y a un truc qui marche pas, qui prend pas assez. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que vous l'expliquez? Alors, c'est clair que je me rends compte que le soin des individus,
peut toucher plus. Après, si on regarde les collectes de fonds, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre beaucoup d'argent pour la préserve, je sais pas, le soutien des animaux, etc. Par contre, effectivement, peut-être qu'il y a une plus forte sensibilité. Et je l'explique déjà par le fait qu'on est très dissocié de la nature. Ça veut dire que personnellement, si j'avais pas décidé de moi-même, il y a quelques années, d'un peu passer du temps à la campagne, à mi-temps, etc., l'expérience de la nature, je l'aurais quasiment pas vécue à part au parc floral. Enfin, Bonne-Vincennes, bon, moi, c'est quand même un carré de quelques métrages carrés. Enfin bref. Moi, au but de Chaumont, personnellement. Ou au but de Très- Chaumont, absolument, avec ses naturelles cascades. Euh, donc voilà. Et ça, je pense que le fait qu'on est dans des endroits hyper urbanisés, que si on veut travailler, on doit s'extraire de la nature en tant que telle, etc. Ça, effectivement, ça nous dissocie un peu. On a l'impression que le salut, il n'est pas dans la nature. Et du coup, on a effectivement une forme de dissociation, de distance qui se crée naturellement. Les personnes qui décident, en plus, sont souvent assez éloignées. Et puis, il n'y a pas de mouvement populaire autour de cette nature-là, parce qu'on en est très éloigné. Après, je pense que les gens se sentent quand même responsables de la question écologique, et naturellement, personne n'a envie de détruire une forêt, etc. C'est juste qu'on hérite d'une mythologie très forte et d'une philosophie très forte dans nos sociétés sur le fait qu'on doit contrôler, dominer la nature, que c'est notre rôle en tant qu'humain, encore une fois. Je sais pas, le philosophe qu'on apprend même au lycée, quoi, qui pose ces principes-là. Et ces principes-là, ce sont des principes mauvais qui nous rendent qui rendent la société, qui font que les personnes dans la société ne sont plus des êtres de soins. Et je pense qu'ils ont autant de respect aujourd'hui. Notre éducation nous invite autant à respecter la nature qu'à respecter l'humanité dans son ensemble, et que voilà, c'est un peu au même pied d'égalité, et qu'il faut repenser ça, et qu'en repensant notre rapport aux soins, les l'impact sera le même côté nature ou humanité. Voilà. Dans une interview, vous avez dit que vous souhaitiez pas être un leader économique, ou une leader d'ailleurs économique traditionnelle, que vous essayez d'être, je cite, le plus intègre possible. Est-ce que cette question de l'intégrité, de l'honnêteté, de pas se travestir, de pas mentir, de pas tricher, tout ça, est-ce que c'est des questions aussi quelque part un peu philosophiques que vous vous posez entre je suppose que vous êtes une team, enfin il y a quelque chose aussi de dire vous vous retrouvez entre leaders économiques, entre personnes qui veulent réfléchir au monde de demain et l'améliorer. Est-ce que c'est ça aussi que vous dénoncez quelque part du, j'aime pas dire monde d'avant, mais en tout cas du monde économique traditionnel tel qu'on le connaît, l'imagine? Oui, moi je dis ça. D'ailleurs, j'ai refusé la politique, j'ai refusé plein de choses pour ces raisons-là, parce que je trouve que le système économique et politique est trop gangréné encore par des valeurs qui ne me correspondent pas, qui ne sont pas du tout alignées avec mes convictions. Et je crois pas trop en. Je pense que c'est bien qu'il y ait des personnes qui mettent en place des mesures, etc. Mais moi, mon travail, c'est davantage travailler sur un changement global et systémique, donc ma place, elle est pas à cet endroit-là. Et je pense que justement, et je l'ai vu même parfois en tant qu'entrepreneur, le fait même d'être parfois limité par, je sais pas, le fait qu'on doit lever de l'argent, qu'à un moment on doit trouver des clients, etc. Ça peut même brimer la pensée, quoi, et la vision, etc., de nos modèles. Donc moi, j'essaie effectivement le plus possible de rester autonome de tout ça, tout en travaillant avec le milieu actuel. C'est-à-dire que je suis pas une anti. Je suis pas anti, c'est-à-dire que je travaille avec les entreprises pour les aider à progresser. Je travaille avec le milieu politique quand ils le veulent pour les conseiller sur des choses. J'ai aussi une société que je ne gère plus au quotidien, mais qui effectivement tente de développer des nouveaux modèles et voir avec le monde actuel ce qu'on peut réellement faire. Mais effectivement, j'essaye de rester profondément, le plus intègre possible pour être capable de penser le monde de demain. Ce qui me dérange, moi, profondément aujourd'hui, c'est l'instrumentalisation, effectivement, très forte, et le fait que, hem, être honnête sur la situation soit parfois contre-productive avec la réussite. C'est-à-dire que moi, je sais que, par exemple, pour mon entreprise Lita que j'ai montrée il y a quelques années, qui est une plateforme d'investissement pour, financer des entreprises écologiques et sociales, si on avait voulu faire vraiment, de la très forte croissance, on n'aurait jamais fait ça. On aurait développé des faux produits verts, supra packagés. Voilà, vous avez des assurances vie vertes, vous avez des cartes bancaires vertes, enfin, des trucs qui concrètement ne changent pas le système. Mais nous, on a fait ce choix d'être le plus radical possible. Ça veut dire de partir d'un monde qui est la finance, qui est gangréné par des valeurs, productivistes, capitalistes, et cetera, non écologiques, et d'en faire quelque chose, effectivement, heu,
du lien le plus pur entre une personne et un projet écologique et social. Mais ça, c'est une exigence permanente, intellectuelle. C'est un truc qu'on voilà, on doute tous les jours. Il y a des choses que je fais bien, d'autres pas bien, etc. Qui peut être contre-productive par rapport au fait de notre capacité à lever, par exemple, beaucoup d'argent ou à nous développer ou à très bien nous payer. Et ça, donc c'est pas, je dis pas que tout le monde doit faire ça. Moi, je le fais parce que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir pris une place dans l'opinion publique qui me permet d'être stable et de trouver toujours de l'argent pour financer cette société, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc l'enjeu, il est vraiment de changer le système et pas nécessairement de partir des initiatives individuelles pour montrer ah bah ça c'est possible. Vous voyez, en fait, avec le monde actuel, on peut faire des choses bien, avec une forme d'héroïsation qui finalement euh, fait qu'on ne remet pas vraiment en question les racines profondément injustes de notre système. Voilà. Vous êtes passé de ces sociétés, vous le dites, vous le gérez toujours à un podcast. Est-ce que aussi c'est une façon de se dire, vous avez agi et vous agissez toujours, mais la priorité peut-être c'est celle du récit commun, la réappropriation par tous de ces problématiques-là, dont honnêtement chacun ne peut pas saisir les enjeux comme ça spontanément, ou en tout cas on n'entend pas forcément parler comme vous le faites. Ouais, c'était pas facile parce que pendant 10 ans, j'ai fait plein de choses, d'entrepreneuriat, présider un syndicat d'entreprises écologiques et sociales, et cetera. Et on défendait des choses qui étaient essentielles pour la plupart des gens, la transformation des entreprises, des normes politiques, écologiques et sociales. Mais au final, ça résonnait pas vraiment. Enfin, les gens comprenaient pas. Même, je sais pas, ma famille me dit souvent: «Ah, on a regardé, c'était super, on a rien compris». Enfin voilà, c'était un peu le running gag sur moi et tout. Donc je me suis dit: «Non, mais il y a un truc que je fais pas bien». Je me suis beaucoup remis en question. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à transmettre concrètement cette vision-là? Donc la première chose, c'est que je me suis rendu compte que moi-même, j'avais utilisé les mots, voilà, du système d'une certaine manière et que du coup, j'arrivais pas à rendre vraiment claire ma pensée. Et deuxièmement, finalement, peut-être que j'avais pas bien compris ce qui dysfonctionnait. Et je pense que le CARE est un peu une réponse à ces 10 ans de réflexion. En fait, le problème, c'est pas le fonctionnement nécessairement de telle ou telle entreprise, c'est pas forcément que telle norme politique, et cetera. Mais ça se joue à un autre niveau, au niveau dont on discutait au début. Et surtout, ça part des personnes qui prennent soin de la société. Et du coup, ça part, davantage, je sais pas, de ma grand-mère, l'auxiliaire de vie, d'un agriculteur, d'une personne qui pense ces enjeux-là, que finalement peut-être, d'un dirigeant, d'un politique. Et qu'en fait, en partant de ces personnes-là, de une, on aura un discours qui est plus accessible. On ferait prendre conscience aux gens, voilà, c'est ça en fait, prendre soin de la société. C'est ça qui doit s'appliquer à l'économie. Et surtout, en fait, ce serait même plus juste, d'une certaine manière. Voilà. Est-ce que de cette façon-là, vous entendez aussi les reproches qui peuvent être faits de façon peut-être souvent caricaturelle, mais à ceux qui portent l'écologie ou une économie plus vertueuse en ce moment et qui donnent l'impression de nous donner à la fois injonction et élitisme en réalité et de se dire ça ne m'appartient pas, aujourd'hui je suis précaire, ce ne sont pas mes thématiques, je ne me sens pas concernée, parce qu'il y a quelque chose d'un peu peut-être brutalisant aussi dans la façon dont les catégories sont mises en opposition et dont ces thématiques-là sont évoquées aujourd'hui dans le débat public. Absolument, je comprends, parce que ces personnes, elles font pas partie de l'équation, dans ces débats-là, souvent. Hem, Après, je pense que c'est important qu'il y ait des personnes qui puissent, par exemple, attaquer, les, grands dirigeants, qui puissent, enfin voilà, il y a une forme de militantisme qui a sa place aussi. Je dis pas que ce militantisme n'est pas le bon, ou que, de travailler au niveau des élites, c'est pas important aussi. Enfin, je pense qu'il doit y avoir une forme d'alignement d'intérêts. Par contre, je comprends les personnes qui nous disent: «On fait pas partie du récit». Et justement, en fait, le CARE montre justement que ces personnes sont les personnes de qui on parle, peut-être des personnes qui travaillent dans le soin, par exemple, de la société, je sais pas, une femme de chambre, une personne auxiliaire de vie, un prof, voilà. Ces personnes font partie de l'équation, et c'est pas en partant d'elles d'eux qu'on arrive à passer un nouveau modèle. Mais c'est surtout d'elles aussi. Ça, c'est quand même une réalité de la question du CARE. Ça veut dire que je pense qu'elle ne permet pas forcément peut-être, enfin, pour l'instant, je pense que cette thématique va plus parler, aux femmes parce que, malgré tout 97 des travailleurs du CARE sont des femmes. Donc on peut aisément dire travailleuses du CARE aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les hommes ne prennent pas soin à différents niveaux. Ça veut juste dire que, aujourd'hui, c'est elles qui en sont responsables, que ce travail du soin n'est pas rémunéré, que ce travail du soin n'est pas valorisé dans la société et que ce travail du soin devrait être généralisé dans l'éducation, que ce soit aux hommes ou aux femmes, et qu'on puisse tous et toutes avoir
ce rôle-là et que ce rôle soit central et soit un pilier de réussite sociale. Est-ce que culturellement, c'est quelque chose que vous avez vu ou dans votre famille ou autour de vous, se dire, bah oui, dans nos familles juives aussi, enfin cette conscience de dire prendre soin de l'autre, des aînés, etc., c'est quelque chose qui est assez présent et sortir un peu de ce postulat familial, d'avoir l'impression que c'est normal et en faire quelque chose qui soit vraiment en lien avec les politiques publiques aujourd'hui et c'est pas assez le cas visiblement. Oui, à plusieurs niveaux, déjà sur l'éducation culturelle, moi je sais très que l'enjeu de la responsabilité, il vient aussi beaucoup de la culture juive, donc ça, très fortement. D'ailleurs même de responsabilité, qui va même au-delà de sa famille, qui va au niveau de la communauté et puis même si on dépasse ça, qu'on écoute des philosophes comme Lévinas, qui va au niveau de l'humanité dans son ensemble. Donc moi j'ai vite dépassé la pure communauté et on grandit, bah, pas forcément qu'avec des personnes juives, et on grandit dans le 20e arrondissement et cetera. Donc ça vient effectivement de ces racines philosophiques-là. Ça vient aussi effectivement des racines culturelles de la famille, juive, maghrébine, voilà tout ça et c'est effectivement une culture dans laquelle les aînés font partie, du quotidien, dont on les protège, dont eux aussi nous protègent, ils nous enseignent beaucoup de choses, il y a aussi un respect qui est extrêmement fort. Il y a un côté, pas très capitaliste au final, aussi des personnes qui ont été dans une situation de pauvreté, pendant toute leur, vie. Donc du coup, il y a une forme de un respect aussi de la nature. Je veux dire, ma grand-mère, elle va garder le navet jusqu'à la racine. Je veux dire, donc quand on dit que l'écologie, c'est un truc de riche, en mode non, ma grand-mère, elle est beaucoup plus écolo que moi. Moi, quand il me reste que ça du navet, je le jette, en fait. Au max, je le composte quand j'en ai la possibilité. Donc voilà, c'est sûr que ça vient de là aussi. Il y a un truc, j'allais dire un truc, pas ouf, mais j'ai lu que vous parliez d'une prime au vice sur le fonctionnement des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et est-ce que c'est contournable, évitable? Bah, pas tant que ça aujourd'hui. C'est-à-dire que la prime au vice, c'est quoi? C'est de dire que quand on est une entreprise, si, on délocalise, si on utilise des matières premières qui sont de très mauvaise qualité, mauvaises pour la santé, si on pollue, on est on a un intérêt on est intéressé sur les marchés. Ça veut dire qu'on a plus la capacité de réussir économiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça impacte le prix. Aujourd'hui, le prix est plus élevé si vous respectez la nature, les humains. C'est-à-dire si vous avez, par exemple, des personnes qui travaillent dans votre entreprise, donc vous les salariez et pas que vous délocalisez et sous-traitez une partie de la production. Si vous utilisez des matériaux qui sont écologiques, si vous utilisez, pardon, un transport qui est écolo également, bah, ça fait des produits plus chers. Donc en fait, du coup, vous vendez moins et c'est ça la prime au vice et cette prime au vice, c'est un choix politique, c'est pas juste un état de fait. Souvent on nous dit, bah, c'est le marché, c'est comme ça. Bah, pas du tout. C'est un choix politique, en fait. Je veux dire que de faire qu'on ne soit pas taxé, en délocalisant, taxé sur les salaires, en délocalisant une partie de notre production. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas payer des cotisations sociales, avoir respecté autant les droits de l'homme quand on embauche des personnes à l'autre bout de la planète, que quand on les embauche sur le sol français? C'est une vie vaut moins qu'une autre, enfin, non. Donc ça, c'est effectivement l'enjeu crucial de la prime au vice. Donc pour le coup, la prime au vice, elle se résout par des propositions politiques. Mais pour la comprendre, il faut revenir à la racine. C'est ça, en fait, tout le sujet. Et c'est ça où quand je me suis heurtée en permanence. C'est que, en fait, on fait des propositions, et au final, les gens ne les comprennent pas, ces propositions-là. Parce qu'ils sont gangrénés par le marché. Et ça, j'en parle très bien dans mon podcast, qu'il y a eu vraiment un passage d'une société qui fonctionne sur la base d'une morale religieuse à une société qui fonctionne sur la base d'une morale capitaliste. Et c'est très intéressant. Et c'est pour ça que c'est là qu'il faut travailler. Est-ce que demain, je veux être entrepreneur, enfin pas moi, quelqu'un de plus jeune, on va dire, qui veut monter avec des référentiels différents, voilà, qui vient de sortir, de finir ses études ou pas d'ailleurs, mais qui se dit: «Je veux monter ma boîte», qui a pas forcément ces problématiques de responsabilité en tête. Est-ce que quelqu'un va venir lui dire: «OK, mais il y a des limites écologiques, OK, mais tu peux aller prendre ce chemin-là qui est pas forcément le chemin que tout le monde va prendre». C'est quelque chose qui est là ou pas encore et en fait, nécessairement, quelqu'un qui monte sa boîte aujourd'hui, bah, il le fait dans un système, capitaliste avec les normes qu'on connaît et pour pouvoir s'en affranchir, il faut avoir cette culture que vous avez aujourd'hui. Il y a 10-15 ans, moi, quand j'ai démarré, on nous disait pas du tout: «Vous pouvez entreprendre de manière écologique». Ça, on ne nous le disait pas. Maintenant, on vous dit: «C'est un argument marketing» dans les écoles de commerce. Voilà, on vous dit: «Faut dire green, faut impact, faut machin». Donc faut pas non plus dire n'importe quoi. Faut que ça ait une résonance et cetera. Mais on vous dit pas: «Il faut résoudre un problème social ou écologique». Donc en fait, on vous pousse à vendre des produits, mais des produits green et pour certains produits, c'est bien. Ça veut dire que oui, effectivement, acheter un t-shirt,
dans une marque éthique versus acheter un t-shirt chez Primark, il y a une différence d'impact forte. Par contre, combien on en produit de ces t-shirts-là, quel est le cycle de vie, etc. On ne vous pousse pas à aller aussi loin, je trouve, hein. Et on n'intègre pas du tout la notion de care. En fait, on dépolitise aussi beaucoup l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un truc du capitalisme, de dépolitiser complètement l'action économique, comme si elle était complètement distincte du politique de la société, elle vivait complètement hors sol. Et ça, je pense que c'est un effort que doivent faire les grandes écoles, les écoles de commerce, etc., de ne pas dépolitiser la question de l'entrepreneuriat. Ben, merci beaucoup, Merci Eva à vous. Sadoun. Si jamais vous avez une question, une intervention, une réflexion, n'hésitez pas. Et, moi, quand j'entends, avant, là, il y a une sorte de hype autour du care, etc. Enfin, on en entend beaucoup parler. J'avais lu un petit tract de Cynthia Fleury, etc. autour de cette Ah ouais. question. Mais avant ça, le soin, c'est quand même le médecin, celui Mhm. qui s'occupe de. Enfin bon. Et voilà, c'est dans votre récit familial aussi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une question de soigner les gens et qui là se transforme en soigner la société. Et j'ai trouvé, franchement, je suis très touché par votre manière d'aborder la question. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Mais le care, c'est intéressant parce que vous parliez des soignants, parce que justement, le soignant, il est dans une approche curative. Ça veut dire qu'il doit guérir. Mhm. Et en fait, autour du soignant, il y a des gens qui prennent soin. Et c'est ça, en fait, la différence entre le soin curatif et le care, le prendre soin. Et d'ailleurs, on en parle dans un épisode que je vais sortir en janvier sur le parcours de moi-même étant enceinte, d'ailleurs. Ouais, ça se voit pas encore beaucoup, mais quand même assez, si je mettais pas une chemise. Sur le parcours, justement, d'accompagnement des femmes enceintes et de la maternité en France, et de montrer, en fait, c'est quoi la différence entre guérir et prendre soin, et quels sont les impacts, en fait, pour la femme, pour la famille, pour la société dans son ensemble. Donc ça va sûrement vous intéresser. Beaucoup avec une question peut-être de prévention plus que de répondre Ça à fait un partie problème. de Ouais. ça. Ça fait partie, la prévention fait partie, absolument. Ouais. Absolument. Merci. Merci Merci vraiment. beaucoup, Eva Plaisir. Sadoun, d'avoir été avec nous sur RCJ dans l'émission de l'UEJF. Vous faites du bien. Et votre podcast merci. aussi, j'invite tout à chacun à aller l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute, loin des yeux, loin du care. 12h32 sur RCJ, restez avec nous. On se retrouve dans un instant après un peu de musique. 12h35 sur RCJ, c'est l'impertinente, l'émission de l'UEJF. Et l'actualité de l'UEJF, elle est... vous avez écrit bouillante, Élise, mais je pense qu'on est plus sur bouillonnante, peut-être, en tout cas, avec un événement qui s'annonce exceptionnel. On en parle avec toi, Élise Hirsch. Dis-nous tout. Effectivement, l'actualité de l'UEJF est bouillonnante plutôt, et elle se résume en 2 mots, convention nationale. C'est ce week-end et c'est l'événement incontournable du calendrier militant, alors préparez-vous parce que ça va être incroyable. La convention nationale de l'UEJF, c'est le rendez-vous annuel qui rassemble les militants de toute la France. C'est le moment phare, festif et prestigieux de l'association. Et cette année, on sort le grand jeu car on fête les 80 ans de l'UEJF à Toulouse. Mais tu nous donnes grave envie, mais c'est quand exactement ? Alors ça se passe du 8 au 11 novembre à Toulouse, donc. Ce n'est pas un lieu choisi au hasard puisque l'UEJF a été fondé en 1944 dans le maquis de Toulouse, justement, par des résistants juifs. C'est donc symbolique que l'on fête les 80 ans de l'UEJF là-bas. L'histoire résistante de l'UEJF sera au cœur de la convention. On va la célébrer, en parler et même la revivre avec des experts passionnants. On vous promet des échanges accessibles et inspirants, parce que comprendre la résistance, c'est comprendre ce qui nous pousse à agir aujourd'hui. Une ode au courage, version 2024. Ça a l'air super enrichissant, mais il n'y a que de l'histoire au programme ? Alors pas du tout, cette convention c'est aussi une immersion totale dans ce que Toulouse a de plus emblématique et spectaculaire à offrir. Samedi soir, place au gala dans un lieu mythique, le musée de l'Aéroscopia. Imaginez une soirée avec vue sur le Concorde. C'est là qu'on va célébrer ensemble les 80 ans de l'UEJF. Le cadre est unique, un peu comme si on survolait l'histoire mais avec un verre ou plusieurs à la main et une ambiance de folie. Ce lieu incroyable donne le ton pour le reste de la convention, puisqu'on a sorti le grand jeu, le Shabbat, l'hôtel, le traiteur, les lieux de réception. Tout est choisi pour vous faire vivre un moment exceptionnel. On célèbre, oui, mais avec style. Et est-ce qu'il y aura des surprises, Élise ? Bien sûr, on ne va pas tout vous dévoiler, mais attendez-vous à des invités de marque, des moments forts et l'expérience du meilleur de Toulouse. En gros, une ambiance incroyable, des invités experts plus qu'inspirants, le kiff de passer 3 jours avec plus de 150 étudiants de toute la France, des rencontres et des souvenirs pour la vie. Ça donne envie, mais on s'inscrit comment alors ? Alors rien de plus simple, si t'es étudiant ou jeune actif, fonce t'inscrire tout de suite.
Le lien est en bio sur notre page Instagram, c'est UEJF-officiel. Et pour les questions de dernière minute, tu peux trouver l'affiche sur Instagram avec le contact de Samuel qui se fera un plaisir de te répondre. Et chers parents et grands-parents, je sais que vous nous écoutez. Si vous voulez que votre fils, fille, petit-fils, petite-fille passe le week-end de sa vie, fasse des rencontres inoubliables, n'hésitez pas à leur glisser l'idée, ils vous remercieront. Merci beaucoup, Élise. Tu nous l'as très bien vendu, la vérité. Et Elle a envie de voir le Concorde. Je l'ai vu dans ses yeux. non, l'idée du musée, là, j'ai trouvé ça sympathique. Bah évidemment. Ah oui, bien Non sûr. mais c'est Oui. tous les symboles de Toulouse qui sont mobilisés là. La résistance, l'aviation. Si vous avez d'autres symboles, on est preneurs. N'hésitez pas. Nous, on les a pas là à l'antenne, mais envoyez-leur un DM sur Insta. Voilà, donc, exactement. tout se joue là, visiblement. Bon, bah, Noam, il est avec nous en studio. Hein. Ah bah oui. Et tu nous parles de ce que tu appelles les séries backstage et de l'actualité culturelle du mois. Noam, bien sûr, et c'est à toi. Bonsoir Elsa, bonsoir les Rey. Difficile ce lundi, non? Déjà de base, j'aime pas trop le lundi. T'aimes pas lundi, hein, le seul jour où tu nous vois, bien sûr, c'est noté. On va pas tarder à te libérer, hein, t'inquiète. Sauf quand je vous vois, bien entendu, Elsa, chère patronne de l'émission. Je trouve juste ça pas ouf comme concept. Redémarrer la semaine, retrouver les problèmes, etc. etc. C'est alors qu'à l'époque, que dis-je, dans ma jeunesse, quand je me suis lancé dans cette belle aventure qu'est l'entrepreneuriat, j'ai instauré la grasse mat du lundi. Simple, élégant, une façon de reprendre la semaine en douceur. Problème, le mardi matin devenait le nouveau lundi matin. Alors j'ai aboli cette tradition après avoir instauré la grasse mat quasi tous les matins. Pourquoi je vous raconte ça, moi, déjà? Ah oui, parce que ce lundi est difficile. Entre les fêtes et ce long week-end du 1er novembre, j'ai perdu l'habitude de bosser une semaine complète. Je suis sur un faux rythme, un peu comme l'OM qui jouerait contre le PSG. Je m'égare. Alors, je me suis demandé, en bon juif, que je suis, pourquoi ce lundi est différent des autres lundis, Elsa? C'est vrai, Mashma, consort d'Halloween, une fête, l'imaginaire un peu sombre, prétexte à la réinterprétation sexy de tout déguisement. On devrait peut-être être heureux, rassasié de fête. Alors pourquoi ce lundi? J'ai alors étudié les textes, enfin j'ai ouvert Instagram, et j'ai vu des hashtags Maria is coming, et une vidéo où elle chante sa chanson. La chanson qu'elle chante depuis 30 ans cette année encore. Pire, j'ai allumé ma télé, et là, film de Noël sur film de Noël. Noël qui arrive dans 51 jours. Oui, j'ai tapé sur Google combien de jours avant Noël. C'est trop long. On veut des plaids et du chocolat chaud, ça serait vraiment du poulet. De la dinde plutôt à Noël, non? Pas du poulet? Dis alors, bien sûr Oh. Elsa, tu m'as eu. Non, C'est en fait, très alors bien. le poulet, c'est une expression jeune. Dire que quelque chose est du poulet est une expression qui est très utilisée par la jeunesse française ces dernières années, notamment popularisée par les youtubeurs. L'expression originelle est « c'est quoi ce poulet ?» aurait été prononcée par Caris, le rappeur, racontant une anecdote durant laquelle, après avoir enregistré, attention, c'est pépite, c'est poulet même, après avoir enregistré un featuring avec Future, un autre rappeur, ce dernier, mangeant du poulet d'un snack du 93, se serait mis à pleurer en disant « c'est quoi ce poulet ?» Depuis, l'expression est reprise pour dire que quelque chose est ouf, très bon, exceptionnel ou autre superlatif. Merci Noam pour ces précisions d'utilité publique. Cette semaine, tu nous parles de culte et plus généralement des séries backstage. Yes, LGA. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous l'avez vu vous? Non. Non, bien sûr. Bon alors, comme d'habitude, de toute façon, je recommande des choses pour personne. Alors Culte, c'est une série sur Amazon Prime. Bah, écoute, c'est une série sur Amazon Prime qui parle de l'envers du décor, de Love Story et plus principalement de la production. Alors, ça nous raconte comment le programme a été conçu, comment les candidats ont été castés. Finalement, l'émission est qu'un prétexte à un biopic sur Alexis Laroche-Joubert, certains diront, mais aussi sur la façon dont on produit une émission de télé. Avec, on voit comment ils ont vendu l'idée, comment ils ont adapté aussi l'idée à la France, comment Alexis Laroche-Joubert s'est battu, en tout cas de ce que raconte la série, pour que l'émission existe, les débats qu'il y a eu à l'époque, les remous dans la société, les remous provoqués aussi dans la piscine par Loana et Jean-Édouard, voilà, beaucoup d'informations. Pour ceux qui ont vu Love Story, tout le monde s'en rappelle, mais des personnages, en fait, cette série nous présente des personnages qui sont plutôt moralement gris, c'est-à-dire prêts à tout pour le succès et prêts à tout pour l'audimat, et aussi à avoir, faire leur place dans ce monde de la production, puisqu'on est à une jonction entre les anciens producteurs qui produisent des émissions plutôt type jeux télé ou grande messe du samedi soir, mais là on est plutôt sur de la télé-réalité, le début de la télé-réalité en France. Donc on a des personnages qui sont assez gris, voire discutables, qui n'hésitent pas à marcher les uns sur les autres pour prendre leur poste. Il y a beaucoup de lutte de pouvoir et aussi de gros sous.
Et bon, bah, l'idée, c'est aussi de promouvoir une réussite pour le meilleur et pour le pire. Donc une réussite pour Alexa Roche-Joubert, pour ce jeune producteur qui a produit Love Story. Alors bien sûr, les personnages n'ont pas les vrais noms, à part les lofters, et c'est là où la série est intelligente et aussi un peu hybride, c'est-à-dire que en fait, les personnes côté production, donc les héros de la série, sont des mix de personnages qui ont vraiment existé. Donc en fait, il n'y a pas d'Alexa Roche-Joubert dans la série. Il y a Amélie Rochechouart. Il n'y a pas il y a pas de Arthur ou de Stéphane Courby. Il y a un jeune producteur qui s'appelle Raphaël. En tout cas, voilà, donc il y a beaucoup, les choses ont été changées pour justement essayer de romancer un peu cette histoire. En France, c'est pas la première série qui nous raconte les backstage un petit peu des paillettes et du show business. Il y a eu 10% par exemple qui racontait l'envers du décor chez les agents de stars et qui était un gros succès, un succès à l'international aussi. Il y a eu aussi Baron Noir qui lui nous racontait l'envers de la politique. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup aussi comment dire, de séries sur ces sujets, comme le Morning Show qui raconte l'envers du décor d'une émission de télé du matin, ou encore Entourage qui nous racontait l'histoire de l'entourage d'un grand acteur, d'un jeune acteur qui devient grand. Et enfin, alors bien sûr, on voit aussi la grande, ce qu'apporte aussi avec Netflix, la grande tendance avec les docus backstage cette fois-ci, comme Formula One, qui elle joue aussi un peu avec la réalité, nous racontant un peu le quotidien des pilotes de Formule 1. Et du coup, alors moi je me suis posé la question de savoir sur quoi ça repose, sur quoi reposent ces séries finalement. Elles reposent d'abord sur une fascination de choses qu'on a vécues ou qu'on pense avoir vécues, comme par exemple Love Story. Moi je me rappelle que j'étais en quatrième, quelque chose comme ça. Du coup, on a vécu aussi en direct ça, et de connaître le backstage de ce qui s'est passé, c'est aussi intéressant. C'est une façon aussi de montrer que les gens qu'on admire ou les gens qu'on peut aduler, comme dans The Morning Show ou dans les émissions, sont des gens normaux, loin du glamour, loin de cette façade, et qu'ils ont un côté gris, un côté noir aussi. Ça permet aussi de prolonger l'émission quelque part, de prolonger ou de se rappeler ce souvenir, mais aussi d'essayer de transposer à la réalité, puisqu'en fait, ces séries reposent aussi beaucoup sur la narration de succès, de grands succès, de gens qui ont gravi l'échelle sociale, qui ont gravi aussi, qui ont construit des grandes choses. Love Story, c'est clairement l'idée de pionniers, de gens qui ont importé la télé-réalité en France, pour le meilleur et pour le pire, bien sûr, mais qui ont créé un nouveau genre télévisuel et qui sont aujourd'hui au sommet des plus grandes boîtes de production françaises. Et c'est aussi la lumière faite sur un métier. Donc c'est très intéressant. Ça vend aussi du rêve, et ça vend le rêve que la réussite est possible et facile finalement. Merci pour cet éclairage, Noam. Et si pour se changer les idées ou alors se détendre, se cultiver, on a besoin d'une recommandation, quels sont tes recos du mois? Alors pour ce mois-ci, je ne vais pas vous conseiller de film de Noël. Je vais vous proposer ma sélection du mois de novembre. Alors côté cinéma, il y a Here avec Tom Hanks, Robin Wright et Robin Wright. Donc c'est les stars de Forrest Gump. Réalisé aussi par Robert Zemeckis, le réalisateur de Forrest Gump. Donc on reprend les mêmes, on recommence. C'est toute l'équipe en fait qui va retravailler sur aussi un récit à travers le temps, cette fois-ci d'une famille et de ses péripéties à travers les générations, la vie d'une famille lambda finalement. Il y aura le 13, ça sort cette semaine, le 13 novembre, il y aura Gladiator 2, je ne savais pas s'il y a besoin d'un 2, mais il existe, voilà, il va sortir, qui racontera l'histoire du fils de Maximus. Ensuite, il y aura le 20 novembre, alors là, tenez-vous, puisque là, on va parler de biopic, et quand on parlait de biopic en Lego. Donc cette fois-ci, il y aura Piece by Piece, qui est un biopic en Lego de Pharrell Williams, avec plein de stars au casting, mais en Lego. Enfin, le 27 novembre, vous pourrez sortir vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, qui vous voulez, pour aller voir Vaiana 2 au cinéma, le Disney de Noël. Et bien sûr, toujours à l'affiche, Monsieur Aznavour, L'amour ouf, Anora, qui est la Palme d'Or à Cannes, qui raconte l'histoire d'amour entre une call girl et un fils d'oligarque russe, et aussi sur fond de rêve américain. Ou encore Juré numéro 2, le dernier Clint Eastwood, avec une morale un peu grise aussi, puisqu'elle raconte l'histoire d'un juré qui finalement a participé aussi au crime et va se retrouver à juger l'accusé. Côté série et streaming, vous pouvez toujours regarder la Star Academy, Elsa est grande fan. Il y a 4-16 qui arrive le 11 novembre. Vous pouvez regarder Culte, et enfin, le Saint des Saints arrive enfin le 15 novembre. La partie 2 de la saison 6 de Cobra Kai sera enfin sur Netflix. Je vous invite à la regarder, moi je vais le faire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Noam. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant après un peu de musique.
De retour dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 et c'est l'heure de l'édito du président Youssef Murciano. Youssef, tu voulais revenir sur un vote du conseil d'administration de l'IEP de Strasbourg. Oui, c'est officiel. Depuis un peu plus d'une semaine, le conseil d'administration de Sciences Po Strasbourg a acté la fin d'un partenariat avec l'université Reichmann à Herzliya, aussi connue sous le nom de IDC. Demain, un étudiant strasbourgeois ne pourra plus échanger avec un étudiant arabe-israélien, disons, de Reichmann. Il ne pourra pas alors être surpris de la complexité d'un pays qu'il ne connaît pas encore. Il ne pourra pas s'étonner de savoir qu'un grand nombre d'étudiants sont réservistes dans l'armée israélienne, tandis que d'autres manifestent tous les samedis soirs pour demander le retour des otages et le cessez-le-feu. Il ne pourra pas comprendre que l'université israélienne fourmille d'intelligence et de remise en question, et que des professeurs et des étudiants pensent et réfléchissent à la paix du matin au soir. Demain, un étudiant israélien ne pourra pas découvrir Strasbourg et la France, débattre ailleurs d'une guerre qu'il considère lui aussi trop longue, qui met en danger son cousin au front et sa famille du nord d'Israël. Il ne pourra pas rencontrer cet autre étudiant en échange, d'origine libanaise, disons, avec qui il aurait pu parler de paix. En effet, ce vote, loin d'aider le peuple palestinien, nous éloigne encore plus de la complexité du Proche-Orient. Exactement. Et ce vote porté par un groupe d'étudiants et désavoué par la direction est dangereux à plusieurs titres. D'abord parce qu'il empêche la réflexion, le débat d'idées, la projection dans la vie de l'autre, avec un grand A, mais aussi parce qu'il est un tampon institutionnel qui valide toutes les tentatives de refuser de parler du sujet israélo-palestinien autrement que par des slogans et de la propagande. Enfin, il est dangereux car il vient à l'encontre d'une tradition française de l'interdiction de l'appel au boycott, vieille d'une quinzaine d'années, enjoignant des dizaines d'autres facultés à céder à la pression et à chausser leurs œillères. Et est-ce que nous pouvons faire face à ça ? Oui, déjà parce que nous sommes obligés. L'article 2 des statuts de l'UEJF nous l'enjoint. Au combat, nous nous battrons de toutes nos forces pour promouvoir les échanges universitaires et le débat d'idées à la fac, et en particulier avec les universités israéliennes. D'abord, l'UEJF a annoncé dès la semaine dernière que nos avocats étudient toutes les options de recours. Ensuite, il est de notre responsabilité d'engager les administrations des universités à promouvoir une liberté académique tournée sur l'ouverture au monde et non sur le renfermement. Les syndicats étudiants doivent également se saisir du sujet et condamner systématiquement des mesures qui n'ont pour but que de nier le caractère démocratique d'un État. Parce que c'est ça qu'on attaque, c'est l'idée pour le public français que Israël peut être un État démocratique, avec sa complexité démocratique. Enfin, et il faut l'entendre, que tout le monde l'entende, le boycott universitaire d'Israël et des étudiants israéliens n'est rien d'autre qu'une nouvelle manière, consciente ou inconsciente, de mettre toujours plus à l'écart des étudiants juifs. En France, qui plus est à l'université, l'exclusion n'est jamais une option. RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariento. Merci beaucoup Youssef Murciano. C'est la fin de cette émission sur RCJ. Merci à tous, invités chroniqueurs, et à Théo pour la réalisation de cette émission. On se retrouve dans 2 semaines. Passez une très belle journée.